Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec ma toute dernière conférence qui m'a pris un temps certain à préparer, comme vous pourrez le constater, et qui s'appelle « Qui sont ces couples heureux ?» que je prends un réel plaisir à enregistrer aujourd'hui et dont je vous fais don, car je n'ai rien à vendre, ni livre, ni atelier, ni séminaire. Financièrement, cette conférence ne m'amène aucun revenu. C'est une consécration de ma vie personnelle et de l'analyse que j'en ai faite avec 20 ans de pratique. C'est un sujet qui me passionne et avec lequel je travaille au quotidien. Je me considère comme une chercheuse de vérité, un éveilleur de conscience. Et si j'avais un vœu à faire aujourd'hui, c'est que cela vous permette d'améliorer votre existence et de progresser grâce à une meilleure compréhension pour enrichir votre vie et celle d'autrui, comme moi je l'ai vécu, au plus profond de mon être. Je m'appelle Nathalie Bérébi, j'ai 57 ans. Depuis 20 ans, j'exerce la profession à Gap dans les Hautes-Alpes de kinésiologue, spécialisée en psychogénéalogie, thérapeute psycho-énergéticienne. J'ai compris avec le temps que j'étais une mystique. Je me suis construite seule car c'est ma mission d'âme. J'ai passé ma vie à me consacrer au mystère intérieur de mon être et celui d'autrui, surtout celui d'autrui. J'ai fait de ma vie mon propre chef-d'œuvre et si je suis devant vous ce soir, c'est la quintessence de mes expériences malheureuses, 9 vies de couple. Je me suis battue pour échouer ma vie, de mes thérapies, de mes lectures, de mes séminaires, de mon intuition. J'ai un don de clairvoyance, de mes rencontres, heureuses ou malheureuses. Couple heureux, mode d'emploi. Comment surmonter les crises et les conflits des couples. Se veut un mode d'emploi parmi d'autres pour simplifier sa vie de couple et avoir de meilleures chances de réussir à être heureux et épanoui. C'est le but de la vie. Au cours de ces 20 années, j'ai développé des qualités énergétiques et éthiques pour accompagner en profondeur chaque personne. J'ai expérimenté intensément le lien profond qui unit les émotions et le corps. Je suis spécialiste des programmes escrocs, généalogiques et karmiques. Si vous souhaitez me faire un don par Tipeee, les références se trouveront en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à visiter mon site internet. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne également en cliquant sur le petit pouce à droite. N'hésitez pas à appuyer sur ce pouce si vous avez aimé et ne pas hésiter à partager cette vidéo si elle vous a plu. Je vous en remercie. J'avais juste une petite info à vous faire avant de démarrer. Donc je comptais faire 3 nouvelles pastilles que je vous présenterai. La première, ça sera l'approche de la mort et mon expérience d'accompagnant depuis 20 ans. Le lâcher-prise et les renoncements nécessaires pour pouvoir traverser sa vie. La deuxième pastille, ça sera ma vision de la confiance en soi, l'amour de soi et l'image de soi qui sont les piliers fondamentaux de notre existence. Et la troisième pastille sera sur la gestion du temps, comment gérer son temps pour mieux gérer sa vie. Et enfin, le dernier projet que j'ai, ça sera d'écrire ma biographie, dont je vous présenterai un extrait en temps et en heure. Merci de votre écoute. Alors, c'est quoi un couple? Selon le dictionnaire Larousse, c'est un rapprochement de 2 personnes consentantes, c'est très important, qui peuvent créer soit une amitié, soit se paxer, soit se marier, soit une association, qui sont réunis momentanément, liés par des intérêts communs, avec une durée limitée. On se voit à des moments pour partager des choses ensemble, et un jour, il faut se préparer à la fin définitive. On connecte et on déconnecte. Il est essentiel de comprendre les attentes de l'autre. Les femmes cherchent en priorité l'écoute de leur conjoint, les hommes, eux, attendent leur soutien, et qu'elles cessent de les critiquer. Quand une relation est terminée, c'est qu'elle est terminée. Et il faut arrêter de tergiverser et de devenir des mendiants ou des mendiantes affectives. Il faut apprendre à se séparer et c'est là où le bas blesse. C'est ce que j'ai pu constater au cours de ma pratique de thérapeute. Une rupture, c'est un carrefour. Et il faut réussir à accepter l'inacceptable, qui est très difficile pour la plupart des gens que nous sommes, qui fait partie de la réalité. Une opportunité d'évoluer ailleurs ou avec une personne qui nous corresponde mieux. Se séparer en pleine conscience, dans l'amour, le respect, la paix, vous aidera à vous en remettre, même des années plus tard. Savoir clôturer une relation sous peine d'attirer quelqu'un de pire dans votre vie, c'est ce que j'ai pu constater, d'accord? Parce qu'on va repartir avec l'énergie non dissoute de l'ancienne relation. Il faut être courageux et respectueux de la personne qui a traversé notre vie. Sortir indemne et en bonne santé, enrichi
de l'expérience vécue. Si vous êtes capable de vous séparer en pleine conscience, le futur heureux arrivera. Pensez à cela, à la clôture, par un repas, par une accolade et en se souhaitant bonne chance. Je constate qu'aujourd'hui, les mœurs ont beaucoup changé et on peut vivre toute forme de relation à condition, c'est ce que je vous disais, de donner un consentement éclairé et averti en fonction de la connaissance que l'on a ou pas des modèles de couple. Sans règles, sans un cadre qu'on établit, on a un risque de se perdre au profit des desiderata de l'autre. Une relation doit être un plus et une source de joie, un élan nouveau, un moteur, un apaisement d'âme. Différents types de relations, il y en a tellement qu'on peut y perdre son latin si on n'est pas vigilant. Donc je vais vous citer quelques formes de relations que j'ai pu constater. Vous avez le couple traditionnel, marié ou pas, pacsé ou pas, ou en union libre. La base d'un vrai couple, c'est la fidélité. Sauf dans une union libre, où chacun peut choisir d'avoir des aventures ailleurs sans s'en parler forcément ou en s'informant. Ensuite, il y a le libertinage, où le couple fait tout ensemble avec d'autres couples. C'est une forme de fidélité, mais à leur couple, formé, et non pas l'autorisation de le faire individuellement avec d'autres personnes. Il faut l'accord de l'autre, sinon, selon leur pratique, c'est une trahison. Les valeurs communes dans le couple, dont je disais la fidélité, que pensez-vous d'ailleurs de la fidélité? La question à se poser, où commence la fidélité? Pour ma part, la fidélité commence dès le moment où nos pensées partent vers quelqu'un d'autre. Pour moi, pour ma part, la trahison morale ou trahison des sentiments est plus grave et pire que la trahison sexuelle. Et je ne veux pas dire que la trahison sexuelle n'est pas grave, mais pour moi, l'échelle commence par la trahison morale. Il y a différents types de couples, comme je vous disais, qui commencent par un accord entre deux parties de ce que l'on veut vivre et partager ensemble. Donc le couple libertin, le couple libre, le couple entre deux femmes aussi, deux hommes, le polyamour. Un accord doit être pris entre les deux personnes qui peut se changer en cours de route. Après 20 ans de pratique, j'ai pu constater que la fidélité est rarement respectée. Environ 3 couples sur 4 vont voir ailleurs, ou y pensent, ou alors consultent des sites pornographiques pour pouvoir tenir dans leur vie de famille. La vie de famille représente la sécurité, le socle, et après, ils vont faire d'autres pratiques pour pouvoir connaître le fun qu'ils n'ont plus dans leur couple. Et souvent parce qu'il y a absence aussi de communication, puisqu'on n'ose pas exprimer les besoins qui changent au cours du temps passé avec la personne. Alors, la communication, c'est la base du couple. Pour exprimer ses besoins qui évoluent, ses envies, et rectifier le modèle qui a été décidé au départ. Et c'est là le gros problème de la plupart des couples, c'est de rester figé. Parce qu'on ne veut pas blesser l'autre, mais alors on va se blesser soi-même, d'accord? Ne pas vouloir évoluer, ne pas vouloir s'adapter par peur de perdre l'autre. On se perd soi-même et ça peut aller jusqu'à la dépression, j'en ai connu. Ça peut aller jusqu'au suicide même, d'accord? J'en ai connu aussi. La peur de perdre le contrôle qu'on exerce sur l'autre. Le mensonge aussi, et on base son histoire sur un mensonge qui engendre la perte de confiance, la frustration, les cris, les violences verbales ou physiques, les humiliations, les ruptures violentes. Les 2 meilleurs amis qu'on a été, parce que pour moi, une relation de couple épanouie, elle commence par une amitié profonde qu'on construit. Ça fait que le jour où on se sépare, s'il y a une amitié profonde, on va pouvoir rester profondément amis. Donc des 2 meilleurs amis qu'on a été, à la base, on devient les ennemis les plus intimes. J'ai pu le voir, le constater lors de ma pratique. Et c'est les enfants qui trinquent, et c'est ce que j'ai constaté pendant des années, car ils sont pris en otage au milieu du couple des parents qui sont incapables de gérer leur compte entre eux, d'accord, en adultes. Et donc moi, les enfants qui viennent me voir, je leur explique que ça ne les concerne pas et qu'ils n'ont pas à prendre parti ni pour le père ni pour la mère. Chacun doit prendre sa part de responsabilité et assumer sa vie et ses choix. C'est ça qui génère les crises, d'accord? Il y en a tant malheureusement. Les gens deviennent pires que des tueurs parfois. Je m'excuse, mais c'est vrai. Incroyable, mais véridique et vérifié. Alors, à quoi servent les crises? Ça sert à gérer les conflits. Les crises sont profondément naturelles. On doit en vivre. Ça permet de trouver les rendez-vous gagnant-gagnant, où ce soit OK pour l'un, OK pour l'autre, d'accord? Pour pouvoir modifier certaines choses, prendre des décisions par des actes concrets, des changements qu'on va pouvoir écrire et poser concrètement.
Alors ensuite, il y a d'autres formes de couple qui sont de plus en plus répandues pour des gens à partir souvent de 40-45 ans. Ça s'appelle un PQR. C'est pas comme le test, c'est plan cul régulier. C'est un amant ou une maîtresse, amie, avec qui on détermine le nombre de fois où on se voit et on reste libre de rencontrer quelqu'un d'autre pour faire notre vie si on le souhaite. Et on se dit, quand on a rencontré quelqu'un d'autre, comment on fait pour clôturer notre histoire. Et là, la relation sexuelle s'arrête. Il y a une forme quand même de fidélité sexuelle, mais il n'y a pas de sentiment. Il y a une liberté de vie. Et cela permet de combler ses besoins affectifs et sexuels si on en a, parce que c'est très important de les combler, d'accord, et d'avoir quand même une forme de stabilité intérieure et de ne pas être affamé, si je peux me permettre. Et après, vous avez les PQR multiples, plan cul régulier multiples. Vous avez des gens qui choisissent différentes relations, de vivre ça dans le présent, sans attache ni engagement. Les sites de rencontres foisonnent de ce type de relation. Donner son corps, c'est facile, mais donner son cœur, c'est beaucoup plus compliqué, surtout de nos jours, puisque j'ai pu constater dans les séances que je fais en psychogénéalogie et en kinésiologie que beaucoup de gens ont un programme généalogique qui descend de génération en génération, puisque je rappelle que les femmes prennent les mémoires de 6 générations au-dessus et les hommes 7 générations. Vous pourrez d'ailleurs visionner ma conférence qui est sur YouTube, en psychogénéalogie, qu'il est dangereux d'aimer car on peut perdre. Donc du coup, on attire des personnes peu favorable qui nous conforte sur le fait qu'on ne mérite pas l'amour, du style je ne suis pas digne d'être aimé, ou alors quand on rencontre le bonheur on peut le perdre. Donc surtout on s'arrange au niveau de l'inconscient de rencontrer des personnes qui nous valident nos croyances erronées transmises de génération en génération. En psychogénéalogie, lors de mes pratiques, j'ai pu constater que beaucoup de gens vivaient l'amour interdit ou impossible en souvenir d'un ancêtre qui a perdu quelqu'un qu'il ou qu'elle aimait et qui est resté dans un deuil bloqué, qui s'est inscrit comme un traumatisme transgénérationnel et qui est descendu par la mémoire ADN, et que les personnes donc ont pris, et qui fait que, vu que c'est l'inconscient qui attire en nous confirmation dans la matière des personnes qu'on rencontre, 96% d'inconscient, 4% de conscient, et les personnes vont attirer ce genre de contexte, puisque les descendants payent pour ce qui n'est pas réglé en amont, et pour s'en sortir, ils devront faire un travail que je propose, ou d'autres personnes proposent bien sûr, en psychogénéalogie pour désincruster l'ADN de tous ces programmes escrocs. La première phrase de la Bible ne dit-elle pas que les parents mangeront les raisins verts et les enfants en auront les dents agacées? Il faut tout régler avant de partir de ce monde et de laisser aucune dette en suspens. Il faut régler sa vie comme si on allait mourir demain. Et en tant que love coach, puisque la vie a fait que j'ai aussi cette fonction aujourd'hui par rapport aux multiples séparations et beaucoup de souffrances au niveau amoureux, et thérapeute de l'âme, je vous propose de travailler sur vous pour vous préparer à la rencontre amoureuse, en levant les obstacles qui peuvent saboter une rencontre. Comment fabriquer un couple? Vous avez bien entendu, parce qu'un couple et le bonheur, ça se construit. Et je vais tenter de vous transmettre, en tout cas aujourd'hui, quelques clés pour mettre en pratique tout cela et vous remettre en route vers le bonheur. Sans l'amour, on n'a rien. Le véritable amour avec un grand A rend libre. Dans quel écho nous met le mot amour et le mot aimer? C'est facile de dire je t'aime à quelqu'un. La plus grande douleur, c'est la séparation. La première séparation, l'espace d'où l'on vient. La seconde séparation d'avec la mère. De séparation en séparation, on hurle notre souffrance d'amour. Et si la séparation était de l'amour, on confond souvent amour et fusion. Quand nous étions enfants, notre mère nous a aimés. Comment? En nous nourrissant. Du coup, on croit qu'aimer, c'est être nourri par l'autre pour combler notre besoin de vide. Il y a confusion entre amour et possession. Amour, chocolat et confiture, au bout d'un moment, cela écœure. Nous sommes remplis d'un sentiment, d'une émotion, car il y a un vide en nous à l'intérieur. Il faut défusionner de son besoin, du désir de posséder l'autre. L'amour n'existe pas s'il n'y a pas mouvement. Or, on dit mon mari, mon fils, ma fille, ma maison. L'amour, c'est tout le contraire. Le vrai amour. Pour certains, l'amour, c'est donner, 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 donner. On remplit l'autre de ce que l'on veut donner.
Pour l'autre, l'amour, c'est recevoir, recevoir, recevoir. En fait, l'amour, c'est donner et recevoir dans un juste équilibre. L'amour s'écoule au-dedans et au-dehors, mouvement de donner et de recevoir. Beaucoup de femmes sont prêtes à donner, mais ne peuvent pas recevoir. Ça vient de leur enfance. On n'a pas toujours envie de se sentir vide. Il faut accepter d'être vide, car le vide appelle le plein. Nous ne pouvons pas aimer si nous sommes dans l'attente que l'autre vienne, combler notre vide, notre miam-miam, notre nourriture, notre attente, notre besoin. D'où la dépendance affective de beaucoup de gens. Moi, j'ai constaté que 9 personnes sur 10 souffraient de dépendance affective. Leur besoin d'amour est supérieur au besoin d'être respecté, donc ils acceptent tout de l'autre à leur propre détriment. Nous sommes tous en mal d'amour, nous avons faim d'amour, nous sommes avides d'amour. L'homme perçoit le monde au moyen de 3 instincts de base. Le premier instinct est l'instinct de conservation, instinct de survie, instinct psychologique. Le second instinct, c'est l'instinct relationnel, l'instinct émotionnel. Il est associé au rôle du père qui apprend à l'enfant comment entrer en relation avec le monde. Il est situé dans la région du cœur, dans le plexus solaire. Il répond à la question de quoi l'autre a-t-il besoin. Si notre père a tenu son rôle en partageant sa vision du monde avec l'enfant que nous étions, en lui enseignant la manière de se comporter dans la société et d'en saisir les règles, une fois adultes, nous nous sentons à l'aise dans le jeu social. Si notre père n'a pas tenu notre rôle, l'autre fait peur et nous effraie. Nous avons le sentiment d'être incapables d'entrer en contact, d'où la solitude. Et parce que nous n'en trouvons pas de véritables amis, nous avons le sentiment de vivre une pauvre vie. Et le troisième instinct, si enfant nous avons été blessés au niveau d'un ou plusieurs de ces instincts, nous sommes blessés dans notre capacité à aimer, dans notre capacité à donner et à recevoir. Il est alors nécessaire de réparer cette blessure et de se rééduquer afin de devenir une bonne mère et un bon père pour soi-même. Le sens de l'amour, pour ma part, a perdu sa dimension la plus noble. Cette dimension dont personne ne peut se passer. Il est nécessaire de comprendre que l'amour est une force réelle, l'énergie de vie, non un fantasme, mais une condition naturelle et notre destin. La signification de l'amour se résume dans tout ce que l'amour peut. L'amour peut guérir, l'amour peut renouveler, l'amour peut rassurer, l'amour peut inspirer, l'amour peut rapprocher de l'énergie créatrice. L'amour rend tout possible. Il suffit de réunir la conscience et le corps. Et cette union génère l'amour que vous avez à donner. À ce moment-là, vous et l'être que vous aimez êtes unis et non divisés. Le besoin douloureux qu'engendre le manque d'amour ne peut être comblé que par une nouvelle initiation à l'amour. Prendre conscience de cela rend le fossé entre l'amour et le non-amour encore plus douloureux. C'est ce que je tenterai d'expliquer dans ma pastille sur l'amour de soi, qui est la base fondamentale de notre vie. On fait l'expérience du plaisir, des rapports sexuels, de la sécurité, de la satisfaction immédiate par l'autre des besoins quotidiens, sans s'apercevoir ce qu'est le chemin de l'amour. Le chemin de l'amour est pourtant incontournable, mais ce chemin passe par des certitudes que la personne avec qui vous partagez votre vie en ce moment est la personne qu'il vous faut maintenant pour guérir. Il n'y a pas de modèle utopique. Le chemin de l'amour ne se ramène pas à des paramètres extérieurs. Ne croyons plus à ce malentendu monumental, croire que quelqu'un va nous apporter quelque chose que nous n'avons pas déjà en nous. L'amour est la lumière, mais la part d'amour refoulée, obscurcie, soustraite ou consciente, c'est l'ombre de l'amour. L'amour a le jeu double. Il germe comme la vie. Dans le noir, lorsqu'il surgit, il éblouit notre âme. Il éclaire l'ombre et toute rencontre nous transforme. Dans notre ombre réside la lumière et c'est l'amour qui nous permet d'y accéder. Si l'on consent à devenir aimant, alors l'aimer soi-même et l'amour entrent dans une alchimie, un labeur qui révolutionne et transforme l'être et l'existence. L'amour nous met face au risque de révéler notre vérité au miroir de l'autre. Il nous rend vulnérables. Pouvons-nous nous offrir à cette conscience qui transforme? La fusion conduit à la confusion. Si nous sommes absorbés par l'autre, si on est obsessionnel et qu'on pense qu'à l'autre, qu'on ne peut pas vivre sans lui, qu'on ne peut pas dormir sans lui, on ne peut plus aimer. Si nous avons absorbé l'autre, nous ne pouvons plus aimer. La fusion peut aller jusqu'à ne plus se respecter, oublier ce que nous avons à faire, notre chemin. Ne nous rendons pas conformes à l'autre. On n'est pas là pour être conforme à ce que l'autre attend de nous sous peine d'être rejeté. Dans la fusion, nous ne sommes plus cosmiques. Nous sommes un petit enfant dans le ventre de la mère. La personne que l'on rencontre n'est pas notre parent. Pour être aimé de cette mère, nous allons jusqu'à nous aplatir, nous oublier nous-mêmes. Cet amour ne pourra jamais être comblé. L'autre et les autres sont là pour nous apprendre à aimer.
Nous apprenons par l'autre, mais nous devons aussi apprendre à l'autre. Tout est en soi, mais nous avons besoin de l'autre pour réveiller ou réveiller les choses en soi, puisque le plus puissant de nos miroirs, c'est l'autre. L'amour inconditionnel est très difficile. Nous nous prenons en flagrant délire d'attendre de l'autre un regard, un retour du donné. Nous ne souffrons plus lorsque l'amour est vraiment inconditionnel. L'amour inconditionnel, nous n'attendons rien, et d'un coup, nous recevons tout. Si vous donnez sans condition, vous ne recevez pas forcément de la personne à qui vous donnez, mais d'une autre. Si vous aimez sans condition, vous ne donnerez pas forcément à celui que vous aimez, mais à celui qui en a besoin. L'amour inconditionnel est une énergie d'amour. Dire oui à la vie et ensuite non, si cela ne vous convient pas. Car si on dit non, avant d'avoir dit oui, on est dans une forme de destruction. Il y a des actes qui disent « je t'aime ». La carte du monde n'est pas le territoire. Chacun a son langage pour exprimer son amour. À chacun de connaître son propre canal et celui de son partenaire pour remplir le réservoir affectif et faire perdurer l'amour. C'est un peu comme si on parlait chacun une langue étrangère qu'il faut apprendre pour rejoindre l'autre. Il faut apprendre le langage affectif du partenaire, les paroles qui valorisent, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Ça c'est important et qui se perd avec le temps, qui selon l'auteur Gary Chapman sont les principaux moyens reconnus. D'ailleurs il a écrit un best-seller depuis 2009, le célèbre livre Les langages de l'amour. Chacun de nous avons développé ce langage selon notre structure psychologique, notre enfance, le fonctionnement du couple de nos parents qui est très important, qui est la base, l'environnement où nous avons grandi, puisque l'impact au niveau de l'ADN se fait durant les 7 premières années. Si on a eu un couple de parents dysfonctionnels, malheureusement, on va attirer celui ou celle qui va faire qu'on va devenir dysfonctionnel comme nos parents. Entre un homme et une femme, on parle rarement le même langage. La façon dont nous exprimons notre amour se pose souvent, car on utilise une langue inconnue pour l'autre. C'est là où réside le problème essentiel. Toutes nos rencontres ont un sens. Et comme disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. L'énergie envoie les messages. Je suis à rencontrer des gens ou pas, des gens toxiques ou pas, en fonction de nos mémoires, puisque c'est nos cellules qui attirent dans la matière confirmation de ce qu'on doit vivre ou réparer. Le corps parle. On est co-créateur de nos rencontres, on n'est pas des victimes. On est 100% responsable de tout ce qu'on attire, de tout ce qu'on vit et non coupable. On est l'objet de cette rencontre. On devient un sujet de nos rencontres. Acteur et non victime de quelqu'un dans un amour névrotique. C'est ce que j'ai pu constater au cabinet, qui est un passage obligé, qui sont des amours de guérison. À quoi ça sert de souffrir finalement? À quel moment ça vaut le coup de s'engager dans une relation amoureuse? À quel moment il faut s'engager finalement dans une relation amoureuse? C'est quoi l'enjeu? Pourquoi doit-on souffrir autant? Les échecs, les déceptions, les abandons doivent nous conduire au grand amour. Et non rester dans une forme de nostalgie de l'ailleurs dont il faut guérir. Et Aruna Lipstick en parle très bien d'ailleurs. Est-ce qu'on y croit profondément au grand amour? On porte en nous, ce qu'elle dit, un rêve d'amour. Et à force, que devient ce rêve? Les déceptions permanentes, les frustrations, les abandons, les échecs ne se transforme-t-elle pas en pulsion mortifère, où on va se faire payer régulièrement notre souffrance, où on va projeter à l'autre notre souffrance et nos frustrations? Je laisse tomber, je choisis des amours de confort. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à guérir la notion de l'ailleurs. On passe une grande partie de notre vie à vivre des amours décevants. Et on va continuer à croire au grand amour. Mais si on ne fait rien sur soi, on va continuer à répéter. Parce qu'il faut nettoyer en nous avant de pouvoir attirer à soi le grand amour. D'ailleurs, les personnes qui sont vraiment dans l'amour, on ne les cherche pas. Elles se rencontrent parce que c'est notre destinée et c'est écrit dans notre choix d'âme. Un amour où tous les plans, où tous les corps fonctionnent ensemble. Affinité d'âme, affinité de cœur, affinité de corps, affinité de valeurs, quelque chose de très unifié. Quand on rencontre un amour durable, il s'inscrit dans l'éternité. On ne se pose pas de questions. L'objectif des 4B, c'est-à-dire du bien, du beau, du bon, du bio, au sens du vivant, ce miracle de la réciprocité qui fait le grand amour. Si j'ai cet objectif des 4B, à 100% pour toi, à 100% pour moi et réciproquement, là on n'a pas de prise de tête. Est-ce qu'on est capable de prendre en charge ce 4B?
Le grand amour, unir le ciel et la terre, l'éternité, le mariage de deux mondes, deux âmes qui vibrent à l'unisson, dans deux corps qui exultent. L'autre porte les 4B pour l'autre, de guérir nous-mêmes. Ce qui nous empêche, ce grand amour, ne pas s'aimer, ne pas avoir confiance en soi, ne pas devenir autonome, etc. Et si on ne fait pas un travail spirituel, un travail mystique, un travail thérapeutique, un travail énergétique, un travail intérieur, on ne pourra pas rencontrer cet amour-là. La relation amoureuse nous permet de guérir les blessures du passé. Et pourquoi on a tendance à attirer le même type de personnes? Donc moi, je vous propose de travailler en kinésiologie, en psychogénéalogie, pour déprogrammer tous ces freins, tous ces blocages, tous ces programmes escrocs. La communication dans un couple est la base la plus importante, je vous l'ai dit. Montrer sa vulnérabilité, se mettre à nu face à l'autre, dans l'écoute et le respect. Le célibat, c'est un choix de vie. Hein. On n'est pas obligé d'être à deux, parce que souffrir à deux, ça ne sert à rien. Hein. Mais ça n'offre pas ce miroir dont je vous ai parlé. Donc du coup, ça ne va pas nous aider à grandir ni évoluer. Le célibat, parfois, c'est une forme de protection, mais qui ne nous permet pas d'évoluer. Ça nous permet juste d'être peinard, tranquille. Notre ego va pointer du doigt chez l'autre ce qui ne va pas. C'est toujours plus facile de voir chez l'autre. Hein. La poutre dans l'œil du voisin plutôt que la paille dans le nôtre, qui va ensuite nous renvoyer la balle. On rentre dans un cycle infernal. Parents du sexe opposé, c'est la base de l'amour. Définition de l'amour. Si le parent était distant et froid, c'est ce qu'on va faire, qu'on va attirer celui qui va nous faire revivre ce qui nous fait souffrir. Si le parent était surprotecteur, c'est la même chose. Quand un couple s'installe ensemble, on va voir les défauts de l'autre qui vont faire surface, puisque la vie à deux fait retrouver la vue. Au bout d'un moment, les conflits vont s'installer. Quand un couple est passionné au début, ça peut aller, avec le temps, jusqu'à la destruction. Pourquoi c'est si compliqué? Toutes les relations amoureuses sont des miroirs grossissants de nous-mêmes. L'autre va nous refléter certains aspects inconscients de nous-mêmes qu'on va voir chez soi. La vie fait ça pour qu'on puisse grandir et évoluer sur notre chemin. Si on est toujours en couple avec son père ou sa mère, par exemple, parce que le deuil de ce parent qui n'a pas été idéal pour nous ou qui a été idéal n'a pas été fait, pour un homme, par exemple, sa mère, pour une femme, son père, aucun vrai amour n'est possible. Il faut se faire couper le lien en énergétique avec d'autres techniques. Alors, les relations amoureuses, pourquoi c'est si compliqué? Il y a tellement à dire sur ce sujet, il y a tellement de choses qui ont été écrites, que je vais essayer de faire une synthèse des éléments les plus importants. C'est quoi l'amour? L'aspiration à l'unité. De deux, on devient un. C'est quoi? Tomber amoureux, c'est se reconnaître dans l'autre. Projeter sur l'autre des qualités qu'on a soi-même et qu'on aimerait avoir de l'autre. Admirer l'autre, c'est ça, c'est voir les qualités en lui qu'on aimerait avoir. On est enthousiaste, on peut perdre l'appétit, on ne pense qu'à ça, on a envie tout le temps d'être avec l'autre. Si la passion est très forte, attraction et reconnaissance de l'autre. Quel genre d'amour est essentiel à notre santé émotionnelle? Ça, c'est très important, surtout de nos jours. Pour l'enfant, son besoin vital est l'amour et l'affection. Et dans chaque enfant se trouve un réservoir émotionnel qui ne demande qu'à être rempli. Il a besoin d'appartenance à quelqu'un et qu'il est désiré. Pour avoir des enfants qui vont bien, il faut que le couple de parents soit uni. D'accord? C'est la base. Quant aux adultes, c'est la même quête quand ils tombent amoureux. Après le début de la rencontre amoureuse, l'obsession amoureuse diminue, le besoin de se sentir aimé refait surface, la frustration, la déception. Il est au centre de nos désirs conjugaux. Par opposition, les mauvais comportements, les paroles dures, tous les dérapages qui peuvent arriver dans les couples meurtris ou qui se séparent ne sont qu'illustrations qu'il y a dans chacun d'eux un réservoir qui est vide et qui n'ont pas su exprimer leurs besoins. L'état de ce réservoir serait la clé de la santé d'un couple uni et heureux, comme pour un automobiliste de veiller au niveau d'huile de son moteur. Quand ça clignote, c'est qu'il y a danger. Et les gens le voient, mais ils ne font rien. Ils restent dans une forme de zone de confort en pensant que ça va s'arranger, mais ça ne s'arrange pas. Malheureusement, ça se détériore. L'amour se construit et nécessite des efforts de part et d'autre. L'amour, c'est comme un panier. C'est une troisième personne qu'on nourrit. Il y a la femme, il y a l'homme et il y a le couple qui est une troisième personne. Il associe raison et sentiment. Il implique un acte volontaire. Ça exige de la discipline avec la nécessité d'un progrès personnel chacun. Notre besoin émotionnel le plus profond, c'est d'être authentiquement aimé d'autrui. L'amour est un choix. Cela nécessite de décider de rester avec les personnes et de rechercher son intérêt et son bien-être avec les 4 B. Aimer quelqu'un,
qu'est-ce que ça implique? Et être aimé en retour. L'amour fait tourner le monde et rend heureux, il paraît. Le miroir de votre âme, le sentiment d'aller de l'avant et affronter les difficultés de ce monde, le sentiment de se soutenir, apporter son soutien dans les bons et les mauvais moments, la paix de l'esprit, se faire confiance, même si on n'est pas ensemble, être la priorité de l'autre, ne pas mettre l'autre en danger quand il n'est pas là, même occupé, vous n'oubliez pas de lui demander comment s'est passée sa journée, et s'il vous a manqué, le lui dire, exprimez votre amour. La loyauté, accepter les qualités, les défauts de l'autre dans tous les moments de la vie, l'écoute, la détermination et le dévouement, l'engagement, rester près de son partenaire dans les moments difficiles, arrêter de croire qu'on peut trouver mieux ailleurs aussi. Choisir quelqu'un, c'est renoncer aux autres, en tout cas temporairement, le temps qu'on est avec cette personne-là. Imaginer son futur ensemble. Aimer quelqu'un signifie sourire, rester positif, car au fond, on est réellement heureux. Comment faire durer son couple? Une étude récente de l'université a mis en lumière un détail surprenant qui peut faciliter la longévité de votre relation amoureuse. L'espièglerie favoriserait la longévité des couples. Esprit joueur, les effets bénéfiques au sein du couple, la satisfaction sexuelle liée au jeu. Après la passion des premiers instants, vous vous demandez peut-être comment faire durer votre couple. Et si on vous disait que votre âme d'enfant était le secret? C'est ce qu'a révélé une étude scientifique de l'université Martin Luther de Halle-Wittenberg en Allemagne, publiée dans la revue Social and Personality Psychology Compass. Avec l'esprit joueur, ça permet de renforcer les liens amoureux tout en brisant la routine. Donc l'espièglerie favoriserait la longévité des couples. Selon les chercheurs, le fait d'être joueur, que l'on pourrait aussi qualifier d'espièglerie, est une variable qui permet aux gens de cadrer ou recadrer les situations de manière à ce qu'elles les vivent comme distrayantes, stimulantes intellectuellement et ou personnellement intéressantes. Les personnes qui ont cette dimension au niveau le plus élevé recherchent et créent des situations dans lesquelles elles peuvent interagir de manière ludique avec les autres. Par exemple, les taquineries, les activités de jeu partagées, et elles sont capables d'utiliser leur capacité à être joueuses, même dans des situations difficiles, de manière à alléger les tensions. En clair, être joueur et taquin permettrait de mettre de la légèreté dans le quotidien et d'éviter de tomber dans la monotonie. Esprit joueur, les effets bénéfiques au sein du couple. Donc dans cette université, ils ont noté que le jeu et l'espièglerie renforceraient les liens entre les partenaires. Autre constat, cela permettrait de vivre et de ressentir des émotions positives. Ce détail pourrait être lié à des processus biologiques potentiels tels que l'activité d'hormones et de certains circuits cérébraux. D'après les auteurs de l'étude, les comportements ludiques tels que surprendre le partenaire, raconter et rejouer des expériences communes avec le partenaire ou former conjointement de nouvelles expériences contribuent souvent au bonheur et à la longévité des relations. Peut-être que cela aide les couples à résoudre leurs conflits plus facilement, à promouvoir les émotions positives qui contribuent à une relation satisfaisante ou les aide à maintenir un intérêt dans leur relation et dans le partenaire. Et enfin, cette satisfaction sexuelle liée au jeu, selon l'étude, l'espièglerie est également liée à l'intimité physique et à la sexualité du couple. Les chercheurs citent les travaux des psychologues Metz et McCarthy qui soutiennent dans une étude de 2007 que la satisfaction sexuelle du couple est en partie due à son esprit ludique. Le jeu serait alors une conséquence de la confiance, de l'acceptation mutuelle, de la priorité au plaisir, de la liberté d'être soi-même et de la valorisation profonde de la relation. Bien sûr, les bénéfices de l'espièglerie dépendent aussi des caractères et personnalités des partenaires. Mais si vous aimez bien taquiner votre partenaire et vous marrer ensemble, votre couple semble bien parti pour durer. Donc je vous propose vraiment d'expérimenter cette partie-là, quitte à vous faire aider par un sexologue ou un thérapeute conjugal. Alors maintenant, je vais vous parler des 7 secrets pour une sexualité épanouie. Alors en premier, d'abord,
je vous propose de casser les idées reçues sur la sexualité. Le premier secret consiste à casser nos idées reçues autour de la sexualité. Dans notre culture, la sexualité est souvent considérée comme tabou, voire impure. Elle n'est alors envisagée que pour la procréation et non pour le plaisir. La sexualité peut alors être vécue comme honteuse et culpabilisante. C'est dommage. Car en refoulant ses désirs, cela amène à des frustrations, à des peurs. Peur de parler de ses désirs de son partenaire, par exemple, qui peuvent évoluer avec le temps aussi. Et avec le temps, à des regrets. Il s'agit donc dans un premier temps de se défaire de ses idées et de voir dans la sexualité quelque chose de naturel, quelque chose de beau et d'essentiel dans l'harmonie du couple. Parce que le fondement d'un couple passe par la sexualité. J'en reparlerai tout à l'heure. Voici quelques exemples de fausses idées que l'on devrait apprendre à délaisser. Ça ne se fait pas. Se masturber est honteux. Je suis âgée. Je souffre de problèmes physiques. Je trouve que j'ai des troubles de l'érection. J'ai une sécheresse vaginale. Il faut à tout prix avoir un orgasme, etc., etc., etc. Toutes ces idées sont fausses. Deuxièmement, créer des rituels de couple. Pour vous aider à bien vivre votre sexualité, il est essentiel de créer des conditions favorables. Je vous suggère par exemple de fixer une date à l'avance, par exemple une fois par semaine, un rendez-vous avec votre bien-aimé, créer un espace sacré pour vivre cette intimité, allumer des bougies, brûler de l'encens, mettre de la musique, bander les yeux à votre partenaire, mettre une tenue coquine. Le but est de créer une atmosphère dans laquelle vous vous sentez bien et vous avez envie d'être avec l'autre. C'est un rendez-vous que vous prenez avec l'autre, surtout quand on a des enfants, donc c'est déjà pas facile. Ensuite, vous pouvez imaginer donc différents rituels. Il s'agit de créer une coupure avec votre quotidien, les tâches domestiques, etc., et de créer ainsi un espace privilégié dans lequel vous pourrez vivre pleinement votre rencontre avec votre partenaire. Expérimentez, ne me croyez pas sur parole. Troisièmement, mettre de la conscience dans ce que vous faites. Cela consiste à être pleinement dans le moment vécu et porter votre attention sur le contact à l'autre. Le regard, les caresses, les mots, s'intéresser vraiment à l'autre, préparer un petit apéro le soir quand les enfants sont couchés pour pouvoir parler avec l'autre, voir ses préoccupations pour que l'autre puisse vous confier son âme. Vous pouvez plonger dans le regard de votre partenaire, la regarder fixement, apprendre à la voir autrement. Soyez attentif à tout ce que vous ressentez et savourez chacune de ces sensations. Quatrièmement, soyez lent. Ne cherchez pas l'excitation à tout prix. Soyez simplement dans le moment présent et prenez votre temps. Ne visez pas un but particulier, d'accord, comme la pénétration ou comme l'orgasme. Peu importe ce qui suivra vos caresses, il n'y a aucune obligation. Ainsi, vous vivrez votre intimité sans attente. Tout ce qui compte, c'est de profiter de ce que vous ressentez sur le moment, de créer, d'accord, une nouvelle sexualité. Faites les choses sans précipitation, appréciez chaque caresse, attardez-vous sur chaque regard, appréciez chaque baiser. Cinquièmement, n'ayez aucune attente. Souvent, nous avons beaucoup trop d'attentes sur notre façon de vivre un acte sexuel. Nous attendons par exemple que les premières caresses soient suivies de la pénétration, que l'autre ait un orgasme à tout prix, qu'il faut absolument faire ceci ou satisfaire l'autre. Mais quand vous profitez vraiment de vos sensations présentes, toutes ces attentes n'ont plus vraiment d'importance. Peu importe ce qui arrivera ensuite, ce qui compte, c'est de vous sentir bien avec l'autre maintenant. Ne faites pas quelque chose pour faire plaisir à l'autre ou parce que vous pensez que c'est ce qu'il aimerait. Connectez-vous à l'autre par le corps et non par la tête. Et suivez l'énergie du moment sans but précis. Sixièmement, acceptez vos différences. Le féminin correspond à l'accueil, l'ouverture, le ressenti, la douceur et la créativité. La femme, elle est faite pour recevoir et l'homme, il est fait pour émettre. Ça correspond à la force, la vitesse, l'action, l'affirmation et la protection. Chaque être humain possède à la fois une part de féminin et de masculin. Mais dans la sexualité classique, c'est souvent la part du masculin qui prend le dessus. L'homme dirige les opérations et la femme est passive. Il s'agit donc de retrouver un équilibre entre les deux polarités. La femme peut prendre aussi des initiatives et pour cela, il faut souvent redonner une place au féminin durant l'acte sexuel, c'est-à-dire remettre au centre de votre sexualité le ressenti, la connexion, la présence et la lenteur, surprendre votre partenaire. Une vie de couple harmonieuse ne passe pas uniquement bien sûr par la sexualité, elle se construit jour après jour, dans tous les moments du quotidien, mais tous les gens qui n'ont plus de sexualité, ça devient un couple morbide, d'accord? Après ça devient des potes, des colocataires, je sais pas, mais c'est plus un couple. Un vrai couple, ça passe par la sexualité. C'est ce qu'on appelle la complicité, le plaisir de partager des moments à deux, d'échanger, des marques de tendresse, de regarder l'autre avec amour.
de se serrer l'un contre l'autre. La communication ne consiste pas simplement à parler à l'autre, c'est de pouvoir lui dire tout ce que vous avez en tête, même si cela peut être gênant, honteux, désagréable. C'est oser s'ouvrir à l'autre, mais c'est aussi être à l'écoute de l'autre quand celui-ci se confie. Vous avez le droit d'avoir vos propres désirs, peurs ou blessures, et votre partenaire aussi. C'est grâce à cette communication que vous pourrez partager vos plaisirs, rêves, fantasmes et créer une complicité solide. La question à se poser, est-ce qu'on est obligé d'être en couple? Non. Le couple, c'est un choix, c'est un engagement. Un couple, c'est un accord, comme je vous le disais, qui peut se prendre, qui peut se défaire, sinon c'est une trahison. L'engagement est un choix qui peut faire peur. Ça se comprend aisément puisqu'il faut renoncer à toutes les autres personnes et à beaucoup de choses. D'ailleurs, on choisit de vivre avec une seule personne tout le reste de sa vie et donc de n'avoir plus qu'un partenaire sexuel, ce qui gêne beaucoup de monde parce que choisir, c'est renoncer. S'engager dans une vie de couple ne signifie pas pour autant qu'on ne peut plus voir ses amis, qu'on ne peut plus avoir son activité en propre. Ça, c'est complètement faux. Ça, c'est le couple de nos parents. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Selon une étude, alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une étude, pour être heureuse, les femmes devraient avoir 2 compagnons. Parce que apparemment, et on le voit quand même, hein, qu'une personne ne peut pas nous suffire. Il faudra en avoir un intelligent, un beau, un riche, un fidèle, un affectueux, un qui aime sortir, donc dans les deux. Hein. J'ai pas dit, mesdames, c'est ce que vous devez faire forcément, mais bon, c'est une étude à méditer. Une seule personne ne peut pas nous apporter tout ce qu'on attend, de toute façon, car les femmes, nous, en général, on est beaucoup trop exigeante. S'engager avec quelqu'un fait peur car c'est un choix. On se demande, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que mon couple va durer? Comment ça va se passer en cas de crise? Autant de questions qui resteront sans réponse tant que nous n'avons pas vécu ces moments-là. Pourtant, s'engager dans une vie de couple ne signifie pas pour autant que nous allons passer 100% de notre temps avec l'autre, ne plus voir nos amis, ne plus sortir et rentrer dans une vie routinière avec un chemin tout tracé, appart, voiture, projet, mariage, maison, etc., qui tue la plupart des couples, hein, je peux vous le dire, c'est ce que j'ai pu constater. Hein. Ce serait triste. Moi-même, ça me fait peur, ce genre de schéma. Hein. J'en suis pas capable, hein, d'ailleurs. S'engager dans une vie de couple signifie seulement apprendre à s'adapter à un nouveau mode de vie. Ce choix nécessite de s'impliquer dans cette nouvelle vie. Donc, effectivement, on a moins de temps que lorsqu'on en était célibataire. Mais il ne faut pas pour autant abandonner ses passions. Il faut se réorganiser, faire face à ce changement, continuer à faire ses sports, ses sorties, se dire, par exemple, une fois par mois, je pars en week-end avec mes amis, je vis ma passion, voilà, tu gardes les enfants et le mois d'après, ben, c'est l'autre. Et c'est ce qui permet de pouvoir se nourrir et quand après on se retrouve, de pouvoir être heureux ensemble, en les adaptant à notre nouvel emploi du temps. Garder sa liberté est même vital pour le couple. Car c'est dans nos moments libres que nous nous nourrissons et de rencontres, de savoir qu'on peut partager avec l'autre. On a au moins des choses à se dire. Mais on a l'impression que quand les gens se mettent ensemble, ils sont prisonniers de la relation, prisonniers de leurs contraintes, prisonniers de leurs obligations. Qui c'est qui vous l'a dit? Autant d'éléments que nous pourrons apporter dans le couple. Selon moi, les couples trop fusionnels sont des couples à risque. Et la plupart le sont. C'est comme si on rentrait dans un couvent ou qu'on rentrait dans les ordres. Alors que c'est pas du tout ça, la vie. Il y a un risque d'étouffement à vouloir faire tout avec l'autre. Pourquoi faire tout avec l'autre finalement? À l'opposé, les couples dont les deux font ce qu'ils veulent ne partagent pas une vision commune. Et donc, ils ne construisent pas leur couple. Il faut donc trouver le bon équilibre entre ces activités et celles du couple. Cela se résout dans la discussion, la communication. Finalement, je pense que vivre en couple n'est pas un sacrifice de soi. Et la plupart, regardez nos parents, et la plupart des gens, ben, qu'est-ce qu'ils arrivent à quoi? À un sacrifice de soi, ils sont plus heureux, ils sont plus épanouis. Et ce pourquoi ils se sont rencontrés, le désir, l'amour, la sexualité, tous les caresses, ce pourquoi ils ont eu envie de créer leur vie, ben, ça disparaît et ils se séparent. Ils changent de partenaire, mais ils vont recommencer exactement la même chose. Hein. Il ne faut pas changer, mais vivre dans le respect de ses propres valeurs. Respecter sa propre nature. Quand vous connaîtrez bien l'autre, vous pourrez alors vivre en harmonie avec lui ou avec elle. Vous comprendrez ses gestes, vous apprendrez à lui pardonner ses erreurs, puisque l'erreur est humaine, vous anticiperez ses désirs, vous réussirez à lui faire plaisir, vous l'aiderez à la soutenir ou le soutenir dans ses propres projets. Vous allez trouver aussi des activités communes, comme peut-être faire de la danse ensemble. Ça, c'est top pour les couples. Vous trouverez des projets communs. L'important est de connaître la véritable nature de la personne qui partage sa vie. La regarder avec son cœur, mais pas
la regarder avec son mental tel que vous aimeriez, d'accord, qu'elle soit pour vous, d'accord, pas en égoïste. Si vous avez des goûts et des passions différents, c'est l'occasion de s'intéresser à la passion de l'autre pour le comprendre et acquérir de nouvelles connaissances. Vivre à deux, c'est une formidable occasion d'échange, d'expérience et de savoir. Il est intéressant de partager des activités, mais pas forcément de toutes les partager. Dans vos activités, vous allez rencontrer des personnes différentes en vous présentant mutuellement vos nouveaux amis. Vous allez apporter du renouveau dans le couple. Enfin, il est important de rester soi-même afin de ne pas mentir à son partenaire. Et c'est pour ça qu'il est très important de se construire soi-même, d'être entier avec nous-mêmes, d'être autonome avant la rencontre avec l'autre. Le couple est-il en crise? Les chiffres du divorce laissent à penser que 30 mariages sur 100 en 85 ont foiré, d'accord. Les sociologues, les psychologues, les historiens ébauchent des pistes de réflexion et explorent les bons et les mauvais motifs qui font courir ainsi vers l'autre. Chaque jour, la vie à deux se réinvente. Pour s'adapter à nos aspirations nouvelles, couple permanent ou intermittent, cohabitant ou séparés géographiquement, avec ou sans enfants, homo ou hétéro, avec des différences d'âge, de culture, on voit de plus en plus ce genre de couple-là. Le couple se décline sous toutes les formes, refusant désormais d'endosser un rôle dicté par la société. Chaque membre de cette micro-entreprise, je dirais, cherche la place qui lui convient. Et c'est bien comme ça. Difficile quand on sait que biologiquement, mais surtout culturellement, hommes et femmes se construisent différemment. D'ailleurs, il y a un fameux livre, hein, Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, qui est un célèbre livre où ils expliquent tout ça. Là aussi, les psychologues neuroscientifiques et autres spécialistes ont étudié nos agacements quotidiens pour en extrapoler les recettes d'une cohabitation plus sereine. Ils nous livrent leurs conseils. Enfin, ils décortiquent nos conflits inévitables, voire essentiels pour comprendre leurs sources et imaginer les solutions possibles. Car si les hauts et les bas de la vie à deux semblent inéluctables, on peut apprendre à mieux les aborder. Tout un programme à suivre seul ou à deux pour en savoir plus sur cette étrange association qu'est le couple. À quoi ça sert de vivre à deux? Donc plusieurs choses. À perpétuer l'espèce, à éviter la violence, à s'aimer, à avoir une vie sexuelle plus active, à être plus heureux, à vivre plus longtemps, à asseoir sa position sociale, à être en meilleure santé. Les gestes du couple, par exemple, pourquoi on s'embrasse? C'est quoi qui est important? Parce que nos lèvres figurent parmi les régions les plus riches en neurones sensoriels. Lors d'un baiser passionné, quelques 30 muscles s'activent, 5 nerfs crâniens relatent les informations au cerveau, vous vous rendez compte? La plupart des couples ne s'embrassent plus. Hein. La tension artérielle augmente, une cascade de réactions chimiques provoque une excitation sexuelle et euphorique. Une étude américaine menée en 2007 sur 1000 étudiants montre que les informations tactiles et chimiques échangées lors d'un baiser permettraient de sélectionner son partenaire et de vérifier sa compatibilité génétique. Mais le baiser n'est pas universel puisqu'il y a 10% de la population qui ne le pratique pas. Donc les bases d'une bonne relation, les raisons qui poussent à s'attacher à l'autre sont parfois trompeuses. Le physique ou le statut social qui peuvent attirer davantage que les valeurs propres à l'individu, souligne Florence Escavarag de la société de coaching amoureux Love Intelligence. Et pour éviter les impasses, elle dit qu'il faut réfléchir à ce que l'on veut et identifier au moins 3 types de connexions. Des connexions spirituelles, retrouver chez l'autre certaines de ses propres valeurs concernant la vision de l'amour, de l'avenir, en admettant qu'ils ne les partagent pas tous, des connexions intellectuelles, partager des activités culturelles, discuter des sujets d'actualité. Les gens sont trop pressés de se mettre ensemble sans savoir s'ils sont compatibles finalement. Hein. Avoir toutes sortes d'échanges et savoir écouter l'autre de façon bienveillante, sans chercher à trouver la faille, des connexions émotionnelles, partager des expériences de vie et discuter de ses impressions, pouvoir se confier tout en respectant son jardin secret, savoir être proche émotionnellement, que ce soit pour rire, faire l'amour ou dans les conflits, des connexions sexuelles, avoir envie de faire envie à l'autre, avoir du désir, de la confiance, découvrir que l'on peut compter sur l'autre, ressentir sa responsabilité envers l'autre et accepter la responsabilité de l'autre sur son épanouissement et bien apprendre à se disputer aussi.
C'est vachement important pour pouvoir que ce couple puisse perdurer, redécouvrir notre propre sensualité, dépasser les problèmes de libido parfois quand la femme dit à l'homme par exemple j'ai la migraine ce soir, raviver la flamme, chasser durablement la routine, réapprendre à toucher, à être touché l'autre. C'est grâce à des années d'expérience que vous connaissez mieux votre partenaire et son corps. L'âge ne rend pas la sexualité moins épanouissante, pas du tout, elle se transforme. C'est la routine qui rend cela. Un bon état d'esprit est très important vu que, messieurs, la femme, je ne sais pas si vous le savez, jouit par l'oreille. La femme, quand elle voit son partenaire arriver, elle a besoin que l'homme lui parle. Et l'homme, quand il rentre, qu'est-ce qu'il voudrait? C'est que la femme aille au lit. C'est pour ça que rien que par rapport à ça, c'est très 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 compliqué, d'accord? L'amour s'apprend, l'amour se travaille, l'amour se cultive et l'amour se décide, d'accord? Donc vraiment la bonne communication, la complicité, le rendez-vous face à face, un resto, une surprise, une tenue coquine, se relooker. Voilà, c'est vraiment ce que je peux vous dire ce soir par rapport à pour pouvoir reconquérir votre partenaire, et c'est vraiment des choses importantes. Donc pareil, vous ne me croyez pas sur parole, mais expérimentez. Alors vu que j'ai été amenée à recevoir beaucoup de personnes qui recherchent un partenaire ou une partenaire et que j'ai invité à aller sur des sites de rencontres, je voulais toucher un mot. Aujourd'hui, en tant que love coach, ayant surtout accompagné beaucoup de femmes à attirer à elles leur compagnon idéal via une annonce sur un site internet, j'ai pu constater que les personnes pour qui ça marche pas, au-delà des mémoires erronées dont j'ai parlé, des traumas transmis par les ancêtres, commettent les erreurs suivantes. Mettre un âge qui est faux. Une photo avec d'autres personnes et on ne sait pas qui c'est. Pas de photo du tout. Quand on existe, on se montre, on expose, on assume sa vie, on prend des risques, on fait ses choix à 100%, parce que la personne, de toute façon, quand elle vous voir, elle va bien voir si vous êtes mince, si vous êtes grosse, si vous êtes jolie, si vous n'êtes pas jolie, etc. On ne peut pas mettre une photo de 25 ans alors qu'on en a 84. Ça arrive en plus. Aucune description de profil. Alors qu'on sait que l'univers répond à une demande, qu'on crée sa réalité avec son système de pensée et qu'il faut émettre ce qu'on souhaite et préciser le type de relation qu'on veut et ce qu'on veut plus. Rester dans le virtuel trop longtemps, se voir rapidement pour ne pas idéaliser la relation au risque d'être déçu, car sans rencontre physique et intellectuelle, etc., rien n'est possible. Arrêter le site et s'engager 1 heure après s'être vu, c'est du délire. Une relation sérieuse se construit et il faut 1 an, 4 saisons avant d'envisager un réel engagement, des projets sérieux, parce que dans toutes les saisons qui passent, on ne se comporte pas de la même façon en hiver, en été, en automne, au printemps. Ne pas aller vivre chez l'autre. Le couple, c'est une 3e personne. On crée un lieu commun avec une nouvelle réalité. Chacun doit prendre un risque d'aller vers l'autre, sinon c'est trop facile. Arrêtez de pleurer sur des rencontres éphémères, des losers, des loseuses, des psychopathes en tout genre. Il y en a partout. Donc next, on vivait sans eux avant, on vivra très bien sans eux après, sauf si vous avez besoin de souffrir. Il faut avancer, il faut garder la foi, travailler sur soi pour libérer ce qui ferait notre réussite. Et c'est à travers de la rencontre avec l'autre, qui est le plus puissant de nos miroirs, qu'on voit où on en est. Et c'est ce que je demande souvent à mes patientes quand elles travaillent sur elles, pour voir un petit peu qui elles rencontrent, si elles changent de vibration, etc. Et moi, j'ai pu constater que 9 personnes sur 10 ont rencontré l'homme de leur vie avec qui elles vivent et avec qui elles ont des relations satisfaisantes. Il n'y a pas de hasard, comme je disais, il n'y a que des rendez-vous. Voilà, donc ce qu'il faut maintenant, pour éviter les conflits, ce qu'il ne faut pas accepter dans une relation de couple, sous peine de souffrir de frustration, de déception, de maladie, etc. Alors, ce qu'il ne faut pas accepter dans une relation de couple, selon moi, j'ai pas dit que j'ai raison, c'est mon avis le plus humble, d'être traité comme une option. Quand l'autre vous dit qu'il veut faire une pause, donc next, nous donne un rendez-vous dans quelques mois, parce qu'il faut qu'il réfléchisse ou qu'elle réfléchisse, trouver des excuses, s'absente le soir en vous disant pas où il est, vous vire par texto, revient vous chercher en s'excusant, vous fait des promesses non tenues, ne vous traite pas en première classe, vous trompe, vous trahit, vous ment, une seule fois et c'est terminé. Selon moi aujourd'hui, parce que la personne recommencera, et ça c'est prouvé, qu'il ne vous présente à personne, bizarre, ni à ses amis, ni à sa famille, il n'est jamais libre le week-end, toujours marié,
qui vous dit qu'elle va divorcer ou en instance de divorce, qui vit avec son conjoint dans le même lieu et qui vous dit qu'il ou qu'elle est séparée. Du coup, on se retrouve à 3. Donc, vous irez voir sur YouTube le triangle de Chapman, victime, sauveur, bourreau. C'est-à-dire que cette personne-là, elle n'est pas capable de se séparer seule. Donc, elle va vous attirer pour le ou la sauver. Puis après, quand vous l'aurez sauvée, elle vous dira next. Et on vous fait des promesses qu'on va divorcer. Vous savez que les études ont prouvé que si dans le premier mois de la rencontre, la personne ne finalise pas sa séparation, elle ne le fera pas, ou si elle le fait, elle vous quittera. Vous allez passer des longues années d'agonie, j'ai pu le voir avec de nombreux patients, d'attente et de frustration de l'autre, que tous les moments de plaisir qu'il partage avec d'autres, vous n'êtes pas là, que vous êtes son bouche-trou, vous êtes là juste pour le plaisir, pour passer des bons moments, aller au restaurant, faire l'amour avec, vous inviter en voyage, faire du sport. Donc qu'une personne ne vous plaise pas à la première rencontre et que vous vous laissez convaincre et que vous forcez. La première intuition est la bonne et elle se trouve dans le cœur. La deuxième, elle est réflexion. Se laisser choisir par peur de décevoir, comme avec papa et maman quand on était enfant, ou faire plaisir à l'autre. Être en couple avec un homme qui lui ne l'est pas, libre, et qui vit une vie de célibataire aussi. On est en couple des fois avec un gars ou une femme qui est célibataire. Être seul à deux, c'est la pire des choses. Vivre une forme de morbidité. Prenez un animal de compagnie, hein. Je vous promets que c'est mieux, ça donne beaucoup plus d'affection et ça plombe moins. Une question que je voulais vous poser comme ça, est-ce que vous, si vous vous rencontriez comme ça la première fois, posez-vous cette question très sincèrement, hein, vous tomberiez amoureux ou amoureuse de vous-même, il faut vraiment que vous répondiez d'une manière très spontanée. Vous pourrez me faire un petit commentaire hein, si vous souhaitez, parce qu'en fait, l'autre qu'on va rencontrer n'est le reflet que de ce que nous, on est. Voilà. Donc ce que vous pensez de vous et ce que vous ressentez de vous, c'est ce que la personne en face de vous pensera de vous et rencontrera, ressentira de vous. D'accord ? Et vous me ferez un petit commentaire par rapport à ça, ça m'intéresse. Alors maintenant, je vais vous faire la checklist des 7 erreurs du couple qui ne durent pas. Alors, je vais vous le dire d'abord, puis après je vous détaillerai ça. Donc, ne pas se connaître, attendre que l'amour, la joie, la confiance viennent de l'autre et être dépendant affectif. Troisièmement, être un dictateur de réalité, ne pas savoir communiquer, ne pas connaître vos besoins, les besoins du partenaire et les différentes façons d'aimer, pas assez de confiance en soi, et faire de la sexualité un tabou, créer une routine sexuelle. Alors, ne pas savoir qui on est. Si vous ne savez pas quels sont vos objectifs, si vous ne savez pas quels sont vos rêves, si vous ne savez pas quels sont vos besoins quand vous rencontrez quelqu'un, comment est-ce possible de pouvoir créer une vie harmonieuse avec votre partenaire ? Le problème, c'est qu'on n'est pas clair dès le départ avec soi-même et on attend quelque chose d'une relation, c'est pas possible. Donc on va prendre quelqu'un par défaut parce qu'on ne sait pas filtrer les gens. Alors peut-être que nous allons succomber parce que l'autre est drôle ou qu'il maîtrise à la perfection les techniques de séduction ou encore parce que c'est un bon coup épanouissant au lit. Mais c'est pas suffisant. Il est essentiel de définir ce qui est important pour vous, pas pour les autres, pas pour vos parents, pas pour vos amis. Il est également important de savoir comment vous vous sentez aimé. Ça va être très très important. Il faut faire un check-up de vos valeurs. Par exemple, c'est quoi vos valeurs ? Est-ce que c'est la joie ? Est-ce que c'est la tendresse ? Est-ce que c'est l'affection ? Est-ce que c'est la bienveillance ? Est-ce que c'est l'ambition ? Est-ce que c'est le soutien ? Est-ce que vous avez besoin d'une personne qui prenne soin de vous, qui fasse attention à vous, qui prenne soin de son alimentation, qui va être joyeux, qui va cultiver l'amour. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un qui soit clair, qui sait ce qu'il attend aussi d'une relation, quelqu'un qui travaille un minimum sur elle, la communication, l'écoute. Respectez votre temps, respectez aussi peut-être que vous puissiez aller voir un thérapeute ou une thérapeute. Attendre que l'amour, la joie, la confiance viennent de l'autre, c'est être dépendant affectif. C'est pour ça que je vous disais que c'était très important de travailler sur vous-même, parce que si vous êtes dépendant affectif, vous allez rencontrer des pervers narcissiques manipulateurs, et ça c'est quelque chose de très important. Être un dictateur de réalité, c'est-à-dire que la réalité d'un être humain est composée de ses croyances. Vous savez très bien, nos pensées, nos émotions, nos expériences passées vont nous construire. Elles agissent comme des filtres mentaux. Le système réticulé activateur situé au-dessus de la moelle épinière va alors créer une réalité en fonction de tous ces filtres.
Et ne pas connaître le passé de son partenaire, ses schémas de pensée émotionnels, ses croyances, ses objectifs, ses rêves, est une immense erreur. Si vous ne connaissez pas cela, ce sera compliqué de le comprendre. Et ça mènera à des conflits inutiles. C'est pour ça que je vous disais au départ de la conférence qu'il est très important d'abord de construire une réelle amitié et de prendre le temps de se voir, de se parler pour construire une vie de couple harmonieuse. Ensuite, que la carte du monde n'est pas la réalité. Il faut que vous posiez votre réalité à vous. Et ça, c'est très important. Parfois aussi, la souffrance peut venir d'une blessure émotionnelle. Le fameux livre de Lise Bourbeau que je vous conseille de lire, qui sont les 5 blessures de l'âme, abandon, trahison, humiliation, injustice, et la 6e blessure, qui est la blessure de l'abus, qui est très méconnue. Qui va faire que la personne, elle va aussi vous attirer par rapport peut-être au fait que vous ayez une ou plusieurs blessures et qu'il va vous les faire réactiver en permanence. Et ça, c'est très important aussi que vous ayez réglé tout ça. Et donc, ce que je vous disais, attendre que l'autre communique. Il faut aussi que vous puissiez communiquer. Personne n'aime entendre parler quelqu'un pendant des heures sans pouvoir en placer une. Que l'autre soit le centre de votre relation. Il faut que pendant que l'un parle, l'autre écoute. C'est ça le respect. Ne pas lui couper la parole. Dire ce qu'on a sur son cœur. Quitte à mettre un sablier, vous prenez un sablier, et ben la moitié du temps, un parle, l'autre l'écoute, et la moitié du temps, c'est l'autre. D'accord ? Évitez aussi le tu qui tue. Parler de soi, de ce qu'on a ressenti dans telle ou telle situation en exprimant ses émotions, sans accuser l'autre. Parce que vous savez très bien que l'autre n'est que le reflet de votre miroir. Donc ne pas connaître vos besoins, les besoins du partenaire, les différentes façons d'aimer, d'accord ? Ça c'est très important aussi, d'accord ? Le manque de confiance, d'accord ? Une des erreurs du couple qui ne dure pas est d'arrêter de séduire l'autre. C'est très important. Il faut s'habiller, se coiffer, faire ses ongles pour nous les femmes, avoir toujours envie que l'autre vous désire, c'est très très important aussi. Ne vous laissez pas aller mesdames, parce que de toute façon, un homme, il a besoin d'être séduit, c'est comme ça, regardez quand une femme passe et qu'elle est bien foutue, qu'elle a des talons ou quoi, l'homme va se retourner, ça fait partie de la vie, d'accord ? Et enfin, faire de la sexualité un tabou. Évidemment, c'est quelque chose de très important, d'accord ? Il est essentiel de savoir où on se situe dans sa sexualité, comment on gère notre énergie sexuelle. Et ça, c'est très important. J'ai pu remarquer l'incroyable puissance de l'énergie sexuelle, autant en constructif qu'en destruction. En effet, si cette énergie sexuelle est polluée, si elle est liée à des croyances, à des pensées, à des émotions négatives, elle peut être très néfaste pour votre propre corps, mais également pour les autres. J'ai connu des couples, par exemple, qui étaient donc des couples traditionnels, dont un des deux a voulu devenir libertin, qui a conduit sa partenaire là-dedans, et cette femme est venue me voir, elle a été détruite, et à la fin, elle est devenue homosexuelle. Donc, elle est rentrée dans le désir de son partenaire. Ça, c'est quelque chose à ne jamais faire. Si nos besoins évoluent et qu'au fil du temps, nos besoins sexuels n'évoluent pas de la même manière, il faut être capable de dire à l'autre que ça ne vous convient plus. Ça s'appelle le respect de vous-même, d'accord ? On peut aussi s'intéresser par exemple au tantrisme, qui est une autre façon de faire circuler l'énergie sexuelle. Le taoïsme, il y a des livres, il y a des formations formidables sur ce sujet. Et bien ouvrez-vous à ce qui peut vous correspondre et faire surtout évoluer votre relation. Les couples heureux ne cherchent pas à résoudre leurs conflits par les communications parce qu'ils ont appris que la majorité des conflits de couple est insoluble. Les couples heureux à long terme vivent dans des conflits insolubles qu'il faut qu'ils arrivent à accepter et ont parfois des disputes. La différence est qu'ils ne remettent pas leur relation en question et leur amour à chaque nouvelle querelle et qu'aucune de leurs querelles ne se termine par des hurlements, des insultes ou des coups. Parce qu'un mot, ça peut être comme un poignard, parce que le verbe fait chair. Tous les couples sont aux prises avec ces 6 sources de conflits insolubles. L'éducation des enfants ou des beaux-enfants, le budget familial, la répartition des tâches ménagères, la sexualité, la relation avec la famille ou la belle famille. Si on ne gère pas tout cela comme une entreprise, un couple c'est comme une entreprise, les couples vont vivre des confrontations permanentes qui se transforment en affrontements et en blocages permanents chez les couples malheureux et qui conduisent à une séparation pour cause de malentendus permanents et pas pour faute d'amour en fait. Alors je vais vous expliquer comment surmonter les crises et les conflits du couple. Alors, quelques vérités.
selon moi. On est à 100% responsable de nos comportements. C'est son interprétation du comportement de l'autre qui fait que l'on réagit ainsi. Votre interprétation est responsable de votre réaction. On n'est jamais responsable du comportement de l'autre. On est responsable de notre réaction en fonction de notre système, vous vous rappelez, de croyances, de pensées et notre éducation, notre environnement, etc. Donc les besoins insatisfaits, vous vous rappelez, hein, soit j'amorce, soit je désamorce. Ne pas prendre d'une manière personnelle ce que l'autre vit. Vous avez un excellent livre d'ailleurs qui s'appelle Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, que je vous conseille de lire, qui dit qu'un des accords, c'est de ne pas faire une affaire personnelle de ce que l'autre dit. C'est toujours une affaire personnelle par rapport à notre histoire. Vous vous rappelez nos blessures, ce qu'on a vécu. D'où il faut arriver à se soigner, parce que de toute façon, même en quittant l'autre, on va recommencer la même chose ailleurs avec d'autres personnes. J'ai connu des gens qui ont recommencé 3, 4 fois, 10 fois, regardez-moi mon expérience, et j'ai toujours recommencé les mêmes erreurs jusqu'au jour où on comprend qu'il faut travailler sur tout ce que je vous ai dit pour pouvoir rencontrer quelqu'un de différent. Le bonheur, il faut savoir, se trouve seul et se partage à deux. On est la seule personne avec qui on est assuré de passer le reste de notre vie. D'accord ? La seule personne qu'on peut sauver, c'est nous. On ne peut sauver absolument personne. Devant un miroir, être capable de se nommer, de dire par exemple « Nathalie, je t'aime ». Plus on s'aime, moins on a besoin d'être aimé. Et plus on s'aime, plus on va rencontrer quelqu'un qui nous aime. Et moins on s'aime, plus on va demander quelqu'un à l'autre de nous aimer, d'où les rencontres avec les pervers narcissiques, les psychopathes en tout genre et toutes les relations dysfonctionnelles. Les activités partagées ne renforcent pas forcément le couple. Un couple qui joue reste ensemble, souvent donnant-donnant ne marche pas. Dans tout couple, il y a des déséquilibres toujours. Nécessité de gérer ces déséquilibres pour que les deux soient gagnants-gagnants. Les couples heureux ne calculent pas. Les couples malheureux calculent tout. L'évitement des conflits détruit le couple. Les conflits sont là pour être vécus et après on débriefe et puis on trouve des solutions à mettre en place. On doit conserver un certain jardin secret. Arroser les fleurs, mais pas les mauvaises herbes. On se concentre sur ce qui fonctionne et ce qui ne marche pas. On n'approfondit pas, d'accord ? Le prix à payer pour être heureux est de renoncer à l'âme sœur et au prince charmant mesdames. Et arrêter de convaincre à l'autre qu'on a raison. Parce que personne n'a raison, personne n'a tort. Il n'y a que des demi-vérités. L'infidélité n'est pas une cause de divorce. Qui n'a pas connu au bout de 20-30 ans de couple une infidélité ? Le prix à payer, c'est de renoncer à l'âme sœur. Je peux aimer mon partenaire et vibrer pour d'autres personnes. Et alors, on a des yeux, c'est fait pour regarder. On est des monogames en série. L'être humain est un être essentiellement polygame. 20 à 30% des hommes ont une infidélité conjugale. Cela s'appelle au cours d'une relation à moyen et long terme. Ça s'appelle un infractus conjugal. Communication veut dire troc. On échange de l'information. La femme commence à jouir par l'oreille, c'est ce que je vous ai dit. Les couples heureux troquent beaucoup plus de compliments que de critiques. La communication est sexuée. L'homme, quand il aime, c'est désirer de baiser. La femme, c'est la reconnaissance par la tendresse. Tu veux me parler. Comme je vous disais, la majorité des conflits des couples sont insolubles. Remercier l'autre pour ce qu'il a fait et non pour tout ce qu'il n'a pas encore fait. Ne pas minimiser les tâches. Le valoriser emmène le meilleur investissement pour l'autre, regarder ses points forts et le lui dire. Et puis pouvoir, si vous voulez, renforcer ses qualités et le lui dire. Beaucoup de couples vivent dans une certaine misère sexuelle. Dans la sexualité, les femmes n'ont aucune limite dans leur potentiel sexuel, alors que les hommes en auront. Trouver un nouveau jeu sexuel, accepter de vivre avec des problèmes sexuels insolubles. Si l'homme, par exemple, a des problèmes d'érection, il peut aller voir, par exemple, son médecin et demander un des produits que je connais sur le marché, par exemple, qui s'appelle du Cialis, et puis qu'il puisse faire une cure de ce médicament qui va l'aider à reprendre l'énergie sexuelle, et après, ça roule. Il y a que des solutions, d'accord ? Négocier l'entente à double gagnant. Le couple doit avoir des projets ensemble. La fidélité est un choix relationnel qui n'évite pas la pulsion. La fidélité n'est jamais banale. Ils s'en sont pas sortis indemnes. La fidélité, elle est dans la tête. Si on est infidèle, pourquoi on est infidèle ? Il faut peut-être se poser la question avant de rejeter l'autre. À quoi ça sert la liberté ? À choisir sa prison. Choisir, c'est renoncer. La fidélité est un atout évolutif. Même si on est différent, on peut être ensemble. Les confrontations sont nécessaires. Alors, les conflits insolubles. Donc, on va commencer par l'argent. L'argent se gère. Il faut que l'homme, il ait son compte, la femme son compte, et puis après, on a un compte commun qui est donc le compte du couple. Et sur ce compte, en fait, on va mettre chacun en fonction de la somme qu'on a, une partie pour pouvoir gérer le budget.
D'accord, ça c'est vachement important. Alors, les 7 secrets des couples heureux. Enrichir sa carte du tendre, cultiver la tendresse et l'estime réciproque. À chaque fois que je dis à l'autre je t'aime, cela le rend plus aimable. Se tourner vers l'autre au lieu de se détourner pendant les difficultés. Se laisser ou accepter de se laisser influencer par son partenaire. Résoudre les problèmes solubles, surmonter les blocages et avoir des projets à moyen terme. Comment on résout les problèmes solubles? On démarre la discussion en douceur. On utilise des stratégies de rapprochement. On est attentif aux réactions physiologiques de l'autre. On apprend l'art de la négociation. Gagnant-gagnant veut dire il y a 2 gagnants, il y a 2 perdants. Le compromis, ça ne marche pas. C'est une approche de 2 perdants. Chacun laisse tomber quelque chose. Par exemple, je vais acheter un vin à 30 €. Je vais avoir un excellent vin plutôt qu'acheter un vin à 30 € et le diluer avec de l'eau. Par exemple, un soir, on a envie d'aller au cinéma. Il y en a un qui veut voir Batman et l'autre Zorro. Et bien, soit le lundi, on va voir Batman et le mercredi Zorro. Soit un va voir un film, l'autre un autre film. Et quand on sort du cinéma, on va boire un pot ensemble. C'est ça le gagnant-gagnant. Donc, l'histoire, c'est il y a 7 systèmes qui peuvent être source de conflits. Donc, le budget, établir une entente financière, faire une assemblée annuelle générale avec un ordre du jour, parce que l'argent peut faire séparer les couples. On fait un budget pour l'épicerie, un budget pour l'auto, un budget pour les enfants, un compte conjoint avec un poste imprévu, 2 comptes personnels, d'accord? Ça, c'est très très important de le mettre en place. Ensuite, les enfants. L'enfant a besoin de liberté, plus un encadrement, établir une philosophie commune. Parce que l'enfant, il a besoin que les 2 parents soient cohérents, se le dire à l'avance sur l'heure de sortie, l'heure de coucher, que telle chose n'est pas négociable, d'accord? Parce que l'enfant, il va chercher à faire se disputer les parents, d'accord? Ou alors quand on est séparés, dire à l'enfant, chez ton père ça se passe comme ça, chez ta mère c'est comme ça, et ça c'est pas négociable, c'est très important, d'accord, ça aussi. Les 3e sources de conflit, c'est les belles familles. Il y a de plus en plus de couples reconstitués, d'accord. Donc l'histoire, si vous voulez, c'est qu'il faut arriver, d'accord, à ce que la femme qui a des enfants par exemple qui sont les siens s'en occupe. Vous vous occupez des vôtres, et après on partage des choses en commun. Les enfants de l'autre ne sont pas nos enfants. Ne pas vouloir être le père d'enfants ou la mère qui ne sont pas à nous, d'accord? Ça, c'est très important aussi, d'accord? Après, il y a la 4e sourse de conflit, travail, vie privée. Créer un havre de paix. Le travail n'est pas la maison. Parce que si, quand vous rentrez du travail, vous êtes aussi préoccupé que quand vous étiez au travail, restez au travail, d'accord? Le couple n'est pas fait pour rendre heureux, c'est ma perception qui me rend malheureux ou malheureuse, mais pas la situation. Le couple est fait pour générer des crises, nous aider à aller au-delà de nos limites, être en paix avec son propre couple intérieur avant d'être en harmonie à 2. Les tâches ménagères, alors, comment ça se passe? Moi, c'est ce que j'ai expliqué aux gens. On prend une feuille, on note toutes les tâches ménagères sur cette feuille, tout ce qu'il y a à faire. Et après, en fonction du nombre de personnes qu'on est dans la famille, et ben, par exemple, s'il y a le père, la mère, 2 enfants, on va choisir ce qu'on aime le plus faire et pas le contraire. Et en fait, la maman, elle va marquer, bon, bien sûr que la mère fait beaucoup plus, par exemple, je ne sais pas, 15 tâches, le père va écrire 5 tâches, les enfants vont écrire par exemple 3 tâches qu'ils aiment, et ça doit se faire de manière régulière. J'ai connu une femme avec qui j'avais expliqué cette situation, sa fille n'avait pas jeté des poubelles pendant 3 jours, et ben elle les a laissées au milieu, elle a bien fait. Comme chaque jour on va se doucher, on mange, on fait nos courses, etc., etc., mais chacun doit prendre sa part, c'est pas à la femme de tout gérer, d'accord? Parce que cette femme-là, si elle fait toute la journée à la maison, elle ne sera pas disponible pour vous, messieurs, d'accord? Et donc, la 6e source de conflit, la sexualité. Donc, l'homme, il a 2 vies sexuelles, hein. Son partenaire, plus la masturbation, qui fait partie de sa vie, d'accord? Et si, par exemple, on n'a pas les mêmes besoins sexuels, admettons que la femme, elle ait envie de faire l'amour, je ne sais pas, 1 fois par semaine, et que l'homme ait envie, par exemple, de faire l'amour 3 fois, et bien, on va dire, voilà, on va faire l'amour 2 fois par semaine, d'accord? Ça veut dire, ça s'appelle le rendez-vous gagnant-gagnant, d'accord? Et ça, c'est très important d'en parler aussi, d'accord? Parce que moi, j'ai connu des gens qui sont restés 2 ou 3 ans sans faire l'amour. Et après, les gens se posent la question, pourquoi les gens vont voir ailleurs? Il y a 3 différences entre les couples heureux et les couples malheureux. Les couples heureux peuvent passer 4 à 5 heures de plus par semaine ensemble, hors faire l'amour et hors amant. Ils s'informent avant de partir, c'est quoi ta journée aujourd'hui? 2 à 4 minutes. Le temps d'un apéro. Ils ont une discussion déstressante. Par exemple, chaque jour, ils vont prendre 20 minutes. Ils vont avoir un temps d'arrêt.
La femme, elle doit avoir un temps d'arrêt, messieurs. C'est pas possible qu'elle puisse enchaîner le travail, les enfants, le ménage, les tâches ménagères. C'est pas possible. Les couples heureux se touchent tous les jours. D'accord, hors d'un contexte génital, hein, et ils se souhaitent bonne journée. Et ils ont un rendez-vous hebdomadaire chaque semaine pour parler de tout, de rien, comme je vous disais, de se remémorer les bons souvenirs, d'accord, de mettre ensemble des projets communs, des projets d'avenir, être deux amants intimes au départ. Et puis on peut, par exemple, une fois par semaine, une fois par mois, coucher ailleurs. Laisser les enfants chez les parents ou les beaux-parents et, par exemple, se faire un petit week-end ou coucher une nuit dans un hôtel ailleurs. Les couples heureux, ils ne croient pas à la critique positive. Ils ont foutu les cavaliers de l'apocalypse dehors, toutes les critiques. Ils ont une entente à double gagnant. Est-ce qu'on est d'accord sur telle ou telle chose? Quel est ton besoin derrière ton désir? Les deux sont satisfaits, il y a deux gagnants. Chacun en a pour son prix, il y a un prix à payer, d'accord? Vous vous rappelez, pour avoir un bon vin, il faut payer le prix, mais on ne dilue pas avec de l'eau. Alors que le compromis, j'accepte, mais je vais te le faire payer, parce que c'est beaucoup ça aujourd'hui de nos jours. Hein. On accumule les rancunes, par-dessus la rancune, d'accord? On met de l'eau dans le vin, et là, il y a deux perdants. Le lit est un endroit où on ne discute pas. On se repose ou on fait l'amour. Il faut trouver un endroit qui soit un havre de paix, pas de critique positive à l'encontre de l'autre. Et puis, par rapport au conflit, ce qu'on peut faire aussi, c'est donner à l'autre les points sur lesquels on voudrait que la relation évolue. Dire à l'autre, par exemple, quels sont mes besoins, quelles sont mes envies, quelles sont mes attentes, ce qu'on attend de l'autre, et là, pouvoir en parler et trouver les besoins communs et ce qu'on a envie de mettre en place pour que la relation elle puisse être pérenne, pour qu'on puisse être heureux, pour que les enfants soient heureux et pour qu'il puisse y avoir une continuité dans la relation. Alors, la conclusion que je peux faire de cette conférence aujourd'hui, un couple, c'est choisir d'être heureux ou choisir d'être malheureux. Être en vie implique nécessairement plaisir et douleur. Il y a des moments heureux, il y a des moments difficiles, comme le yin et le yang hein, dans le taoïsme, il y a des hauts, il y a des bas. Devant cette réalité, nous n'avons pas toujours le choix, mais nous pouvons développer deux attitudes positives. Choisir d'être heureux plutôt que malheureux, en cherchant toujours à voir le bon côté des choses et à tirer de bonnes leçons de nos expériences négatives ou positives, car être heureux est un choix. Le bonheur, y compris le bonheur conjugal, s'apprend et se construit, parce qu'on ne l'a pas appris hein, de toute façon. Hein. Le bonheur, y compris le bonheur conjugal, s'apprend et se construit. Il existe toujours des relations conjugales auxquelles il faut mettre fin dans les meilleurs délais. Tous les couples vivent des moments difficiles, mais lorsqu'il n'est plus possible de faire autrement, il faut quitter les relations devenues difficiles ou impossible, sous peine d'y laisser sa peau, voire de tomber malade. Il est dit que quand dans un couple, un des deux meurt jeune, ça veut dire que quand un des deux meurt avant, on se pose la question comment l'un des deux a fait pour tuer l'autre. L'usure, c'est comme la goutte, vous savez, dans le supplice japonais qui tombe toujours au même endroit. En définitive, le secret du bonheur et du bonheur conjugal se résume à peu de choses. Rester en contact avec soi en tant que personne unique et trouver soi-même un contact avec soi. Un couple heureux est composé de deux personnes autonomes qui développent une relation d'intimité et d'interdépendance pour réaliser un projet de vie. Et surtout les femmes, pas comme nos mères, être indépendantes financièrement pour être avec un homme par envie, mais pas parce qu'il va nous tenir par l'argent, parce que là vous êtes en grave danger, ou parce que vous voulez rester pour vos enfants. Il n'y a pas d'excuse possible. Ce sont deux personnes qui n'oublient jamais que l'individu est la base du couple. Notre couple, c'est la base de qui on est nous individuellement, que la famille ne peut exister sans couple uni, et qu'une société qui fonctionne est formée de personnes autonomes, de couples unis et de familles heureuses. Voilà, donc je vous souhaite vraiment le meilleur et merci pour votre attention par rapport à cette conférence et je vous mettrai donc la biographie que je vous propose. Donc il y en a un livre qui est de Byron Katie, je vous mettrai Aimer ce qui est, le livre de Gary Chapman, le best-seller qui est Le langage de l'amour et le livre de Don Miguel Ruiz aussi, La maîtrise de l'amour et ainsi que d'autres livres qui j'espère vous apporteront satisfaction et je vous remercie de votre écoute et namasté.